Bonjour, bienvenue à tous à ce flash learning du FIPHFP organisé par le Handipact PACA Corse. Je remercie bien évidemment Cécile, Anaïs et François du Handipact pour l'organisation et l'animation de ce webinaire. Et un merci particulier à Éric Frelon qui va nous accompagner et nous faire part de son expérience sur le sujet du jour qui est le montage des dossiers auprès de la MDPH et au premier rang desquels bien évidemment la RQTH. Parce que comme vous le savez, sauf exception, la majorité des aides du FIPHFP nécessite d'avoir la qualification de BOE et le premier titre de reconnaissance de BOE est bien évidemment, la RQTH. Voilà, donc je ne serai pas plus long parce que c'est un format court et qu'il est important de laisser place à la session et à l'échange. Merci encore de votre présence et je te repasse la parole, Cécile. Merci Thierry. Bienvenue. Donc, effectivement, ce webinaire se fait dans la continuité de celui de décembre. Donc, où nous avions abordé effectivement la thématique de la RQTH au travers d'un outil d'autodiagnostic qu'on vous avait présenté. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter dans le cadre de cette heure un appui pour votre démarche d'accompagnement des agents dans le montage du dossier auprès de la MDPH. Donc, par rapport à ça, la dernière fois, on avait présenté 3 temps autour de la démarche de RQTH. Donc, un premier temps qui était le temps de questionnement, justement pour lequel on a proposé cet outil qui permet une prise de conscience et de se questionner sur sa situation et de voir si potentiellement on pourrait être concerné par une RQTH ou un autre titre. Le deuxième temps étant le temps de l'information pour aussi accompagner l'agent en levant les freins par rapport à cette démarche. Quel est l'intérêt? Quelles sont au contraire les craintes qu'il peut avoir, etc. Donc, pouvoir là faire de la sensibilisation. Et le troisième temps, c'est le temps effectivement de l'accompagnement. Dans certains cas, votre rôle en tant que référent handicap, c'est d'accompagner les agents dans cette démarche pour faciliter un petit peu les choses pour eux. Démarche qui parfois peut paraître complexe et longue. Et donc là, l'objectif de ce webinaire, ça va être justement de se focaliser sur ce temps 3 et de pouvoir répondre à vos questions et apporter de l'information sur ce temps d'accompagnement. Donc, au programme de ce webinaire, il y a plusieurs temps. Pour reposer un petit peu le contexte, on va déjà redonner des informations un petit peu sur l'organisation et les missions des MDPH et les circuits d'instruction des dossiers. Donc ça, c'est un premier temps pour déjà reposer un petit peu des éléments de contexte puisqu'on fait les demandes auprès de la MDPH. Ensuite, on ira sur des droits et prestations. Donc, qui est concerné? On va faire un focus sur quatre titres particulièrement donc à destination des adultes. C'est vrai que là, ce webinaire, on va se focaliser plutôt sur les demandes auprès des adultes et non des jeunes de moins de 20 ans. Ensuite, on refera un petit rappel par rapport à l'outil d'autodiagnostic. Et enfin, dernier point, on ira justement sur des bonnes pratiques et des conseils par rapport au montage du dossier en déroulant notamment les différentes pages du dossier MDPH, du CERFA, du formulaire à remplir pour effectivement donner quelques éléments de lecture et de compréhension et de points d'attention par rapport au montage du dossier. Donc, pour faire tout ce sujet dans l'heure qui arrive, on va donc être avec Éric Frelon, qui est effectivement consultant sur les sujets diversité handicap et qui a également, pendant une dizaine d'années, été membre de l'équipe technique de la MDPH 75. Donc, il a été au cœur un petit peu des prises de décision sur des dossiers de demande MDPH. Et donc, il va nous faire part justement de son expertise à ce sujet et intervenir dans ce webinaire. Donc, merci déjà à lui. Et bonjour à tous et à toutes. Donc, à présent, on va pouvoir démarrer. Et donc, Éric, je te laisse la parole pour démarrer sur déjà l'organisation et les missions des MDPH. Exactement. Donc, je vous montre les slides. À savoir aussi, si vous avez besoin de poser quelques questions, il est possible. On va laisser un temps de questions à la fin. Et il serait peut-être possible éventuellement de couper certaines questions, s'il y en a qui sont plus à l'aise, que ce ne soit pas dans l'enregistrement. Et donc, on est sur l'organisation des MDPH, qui est un groupement d'intérêt public.
On appelle ça les MDPH, donc maisons départementales pour les personnes handicapées, ou on voit ça des fois, maison des droits de l'autonomie. Il y en a une par département, c'est vraiment géré par le département. Et ça se décline en 3 grands groupes. La commission exécutive qui va administrer la MDPH, ce qu'on appelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, c'est la CDAPH. Ça va être l'organe justement qui va donner des décisions en se rattachant à l'expertise d'autres partenaires. Donc dedans, il y a des représentants du département, il y a des élus, il y a des services publics, il y a des organismes de prestations sociales, il y a aussi il peut y avoir dedans des personnes du Pôle emploi, organisations syndicales, des représentants, des associations notamment euh, thématiques sur le handicap, associations de parents d'élèves, etc. Elle est justement appuyée par une équipe pluridisciplinaire. Donc l'organisation peut varier, on va le voir tout à l'heure, mais en interne, il y a des agents administratifs, il y a des assistantes sociales, il y a des médecins, des psychologues, des psychiatres, etc. Vraiment une coordination de professionnels pour pouvoir traiter les dossiers et répondre aux besoins des différents administrés. Voilà. L'émission, comment ça se passe au quotidien et encore la déclinaison, on va dire, de manière plus détaillée sur la manière d'informer les demandeurs, d'accueillir et d'écouter. Il y a des accueils physiques, il y a certains pôles qui créent là, des plateformes téléphoniques pour mieux répondre, justement. Il y a l'évaluation des besoins, bien sûr, l'attribution des prestations, un organe de décision et de suivi des décisions, et quand il y a besoin, tout un circuit pour les médiations, la conciliation, les recours, etc. Chaque MDPH a une organisation propre avec cette équipe pluridisciplinaire. La personne handicapée va elle-même faire la demande. Et ce que je mets en bas, elle peut être aidée par le représentant légal. Par exemple, quand quelqu'un est sous tutelle ou manque d'autonomie, ça peut être aussi des professionnels qui vont l'aider, comme les référents handicap du FIPH. Et la CDAPH, justement, va s'appuyer sur cette équipe d'experts pour délivrer les décisions. Donc, il y a une diversité d'organisations, c'est ce que j'ai mis en bas, des pôles d'instruction et d'évaluation. Donc, chaque MDPH, en fonction de ses ressources, du nombre de personnes qu'ils ont, des expertises de chacun, va s'organiser pour être au maximum efficace, en fait. Donc, il y a cet apport d'expertise. Ça peut être des institutionnels externes, ça peut être des professionnels associatifs. Et après, il y a différents types d'évaluation selon les demandes et la complexité. Donc, on va le voir justement au slide d'après. Sur l'instruction des dossiers. Je vais laisser peut-être là-dessus. Oui, je vais reprendre un petit peu la main sur les chiffres clés. En fait, on trouvait intéressant, au-delà du fonctionnement de la MDPH, de redonner quelques chiffres qui sont issus notamment du rapport d'activité des MDPH de 2022, qui est sorti en juin 2024, et qui permet de se rendre compte un petit peu des volumétries aussi des dossiers traités, du type de demande faite, etc. Donc, déjà, alors après, vous avez la possibilité, on n'a pas utilisé le Kahoot cette fois-ci, mais si vous le souhaitez, il y a la possibilité d'exprimer aussi de vous exprimer dans le chat, à savoir quelle est la population française qui a eu recours à la MDPH en 2022, donc la part de la population française. Peut-être que certains ont un petit peu déjà une idée de ce que ça pourrait être. Donc, ce pourcentage, en fait, il est de 2,5. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, il y avait 2,5% de la population française qui avait eu recours à la MDPH pour demander une prestation ou un titre de reconnaissance. Et en fait, ça équivaut à 1,7 million de personnes qui ont déposé un dossier auprès de la MDPH. Donc voilà, ça permet aussi de se rendre compte de la volumétrie effectivement de dossiers. Eric, si tu peux passer les chiffres. Voilà.
Donc, on a 1,7 million de personnes qui ont fait une demande. Et ensuite, alors, par rapport au nombre de demandes qui ont été déposées, on monte à 4,3 millions. C'est-à-dire que la MDPH, en 2022, avait dû traiter 4,3 millions de demandes. Effectivement, il y a des personnes qui demandent plusieurs titres en même temps dans leur dossier. Par rapport à ça, les décisions qui ont été favorables, donc on est à 3,6 millions. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, le taux n'est pas à 100%, puisqu'il y a une commission, comme Eric l'a expliqué, il y a les équipes pluridisciplinaires et tout ça. Toutes ces personnes vont évaluer la demande de la personne et si elle la considère comme justifiée ou pas, ou par exemple pour la RQTH, est-ce que la personne a véritablement un impact ou est-ce que le handicap, en tout cas, génère vraiment une difficulté dans l'accès ou le maintien dans l'emploi. Donc effectivement, on est plutôt sur 3,6 millions de décisions favorables. Et par rapport au traitement moyen, donc là, pour les demandes concernant les adultes, on va être sur 4,4 mois. Donc effectivement, la MDPH dans les dossiers, notamment dans le CERFA que vous avez dû déjà compléter, il est noté 4 mois en moyenne. Et effectivement, en 2022, on était sur 4,4 mois, mais délai de traitement qui peut varier effectivement d'un département à l'autre, qui peut varier aussi en fonction du type de demande. Ce qu'on voit, c'est aussi que des demandes, notamment de prestations ou d'aides financières comme la PCH, vont avoir un délai de traitement qui est plus long. On peut aussi imaginer qu'effectivement, c'est aussi plus engageant pour la MDPH de statuer sur ce type d'aide financière. Et donc, effectivement, il faut avoir une évaluation bien précise avant de pouvoir statuer. Donc, un délai un petit peu plus long sur certains types de prestations. Alors, effectivement, sur la slide d'après, en fait, ce qu'on voit, c'est la répartition des droits qui sont attribués par les MDPH. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans 18% des cas, c'est l'attribution d'une RQTH. Et les titres sont effectivement, ou les types de prestations sont assez variés auprès de la MDPH. Donc, on retrouve la CMI invalidité ou priorité dans 17% des cas, la CMI stationnement, 12%. Et puis après, donc le parcours de scolarisation ou de formation, c'est avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. L'orientation professionnelle, on est à 12%. L'AEH, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc là, on est à 7%. Vous voyez, la PCH, elle représente 5% des droits qui sont attribués par les MDPH. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que finalement, les taux moyens d'accord ne sont pas forcément les mêmes en fonction, non, si tu peux revenir avant, en fonction du moyen qui est, du titre qui est demandé. Effectivement, d'après en tout cas les chiffres issus de ce rapport d'activité 2022, la RQTH va être attribuée dans 94% des cas où elle est demandée, alors que, par exemple, la PCH, on est à moins de 50%. Donc, effectivement, il y a des aides qui sont peut-être plus difficiles à avoir, mais parce qu'il y a un certain nombre de critères à présenter pour pouvoir aussi obtenir ces titres-là. Et pour finir sur cette partie sur la MDPH, donc c'est au niveau du circuit de la demande. Donc effectivement, lorsqu'on dépose une demande, que ce soit par courrier ou via la plateforme, par exemple, il y a toute une phase notamment de numérisation et d'enregistrement des dossiers et des pièces pour vérifier que le dossier est bien complet. Donc, c'est le début de la phase d'instruction. Et à partir de là, la personne reçoit un récépissé de dépôt avec un numéro d'enregistrement. Et c'est ce numéro d'enregistrement que la personne peut garder pour ensuite suivre l'avancée du traitement de son dossier. Et ensuite, à partir de là, il y a effectivement cette phase d'évaluation qui peut se faire via un agent d'instruction, via l'équipe pluridisciplinaire ou l'équipe technique avec des partenaires experts. Donc, le niveau, en fonction de la complexité du dossier et de chaque organisation d'MDPH, comme l'expliquait Eric, chacune va avoir une modalité d'évaluation qui n'est pas forcément, ou une organisation qui n'est pas forcément la même, mais qui va permettre d'évaluer le dossier pour qu'ensuite la décision soit actée par la commission, par la CDAPH, avant que le dossier donc soit envoyé, enfin l'avis soit envoyé à la personne, donc avis favorable ou défavorable, et ensuite que ça soit mis en œuvre par les organismes concernés, notamment quand il y a
des aides financières à verser. Donc voilà un petit peu tout le circuit que fait le dossier pour pouvoir être traité. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un délai moyen de 4,4 mois, en tout cas pour les demandes adultes. Et je rajoute une mini information, c'est que le numéro d'enregistrement qu'on va vous donner, c'est ça qui sécurise la confidentialité. Si quelqu'un essaie de se faire passer par vous en donnant votre nom, votre date de naissance, etc., la MDPH, s'il n'y a pas le numéro de dossier, va simplement dire qu'on ne peut pas répondre. Et donc, la personne ne saura même pas s'il y a un dossier en cours. Mm. Et donc, je vois en même temps un petit peu juste des questions. Donc, effectivement, les critères pour les prestations, enfin, on va l'aborder justement dans cette partie 3. Et sinon, effectivement, il y a une plateforme qui, en fait, les demandes de MDPH peuvent être envoyées via une plateforme. Donc, dans ce cas-là, enfin, on vous remettra le lien pour pouvoir y accéder. En fait, on le trouve sur les MDPH et donc sur chaque site de la MDPH, on peut trouver le lien pour créer son compte et poser la demande en ligne. Voilà. Ensuite, on va être sur les droits et prestations et qui est concerné par les prestations possibles et les situations de handicap. Pour ça, on va commencer justement par la définition légale du handicap. Donc, qu'est-ce qu'une situation de handicap? Je vous la vulgarise, hein, mais c'est la vraie définition. C'est quand on a une altération de fonction liée à une limitation d'activité. Il faut à minima que la limitation soit durable ou définitive, c'est-à-dire que si je me casse la jambe et que je suis immobilisé 1 mois, c'est pas suffisamment long pour qu'on se dise c'est une situation de handicap. Par contre, je me fais renverser par une voiture, j'ai une rééducation d'1 an ou 2 ans, là effectivement la question se pose et la MDPH va trancher. Et enfin, une notion très importante, c'est la notion d'environnement, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le contexte et on va utiliser justement ce contexte quand on fera l'argumentaire dans le formulaire administratif qu'on verra tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que si l'état de santé impacte la vie au travail, on peut demander une reconnaissance administrative de la situation de handicap, quelle qu'elle soit. Donc, on peut donner très rapidement des exemples, mais c'est sur les différentes typologies de handicap. Donc, il va y avoir tout ce qui va être problème moteur, les maladies invalidantes comme le diabète, l'asthme chronique, les migraines, problèmes de cancer, etc. Tout ce qui va être sensoriel, avec la surdité, les déficiences visuelles, les acouphènes, les problèmes de goût ou d'odorat, par exemple à des suites de Covid ou des suites de cancer, intolérance à la lumière, ce genre de choses, les problèmes psychiques, tout ce qui va concerner le cognitif avec les troubles 10, les troubles TSA, donc les autismes ou le trouble de l'attention. Et on a enfin tout ce qui va être déficience intellectuelle. Donc, toutes ces limitations d'activité rentrent dans la définition. Ensuite, les droits attribués justement par la MDPH. Comment ça se passe? Il y a des décisions qui sont prises, donc département par département, c'est vraiment le département d'habitation de la personne, et c'est peut être mise en œuvre par des tiers. Je donne un exemple, Cécile a parlé tout à l'heure de l'allocation adulte handicapé, à un moment donné, elle sera versée par la CAF. Les droits sont assez souvent accordés pour une durée limitée, avec un renouvellement possible, bien sûr. Et en fonction des cas, notamment quand la situation de handicap est jugée irréversible, peut y avoir une attribution sans date de fin. Et dans ce cas-là, tant qu'on travaille, tant qu'on a une activité ou même qu'on est demandeur d'emploi, on peut être bénéficiaire des prestations de la MDPH. Les droits sont accordés en fonction de différents critères, ça dépend des besoins, il y a des barèmes, il y a tout un tas de choses, des process d'évaluation. Et la MDPH va distinguer le droit des enfants et le droit des adultes. Donc on est sur une tranche de moins de 20 ans, plus de 20 ans, sauf justement pour la RQTH où à partir de 16 ans, par exemple un apprenti, justement on peut considérer que c'est un travailleur et donc il peut faire une demande à titre d'adulte. Je fais un zoom comme ça sur les demandes les plus connues qu'on a déjà vues tout à l'heure, donc la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, et c'est important de dire dedans qu'il y a le mot travail, l'allocation adulte handicapé, la prestation de compensation du handicap et là, les CMI, hein, il y en a 3 qu'on va voir tout à l'heure, priorité invalidité ou mention stationnement. Elles peuvent être cumulatives, hein. On va voir ensuite justement à quoi ressemble tout simplement le titre le plus connu qui est la qualité de travailleur handicapé. On fera un zoom tout à l'heure, hein, là c'est écrit en petit, mais je vais vous faire un zoom juste après sur les éléments importants.
À savoir, c'est que c'est une démarche volontaire et personnelle. C'est à la personne, justement, de se dire est-ce que j'ai envie ou pas d'aller sur une démarche de reconnaissance. Elle va être attribuée, justement, quand il y a un impact de la situation de travail sur la capacité à obtenir pour les demandeurs d'emploi ou à conserver un emploi pour un agent. Il y a une distinction entre l'orientation professionnelle en milieu ordinaire de travail et en milieu protégé. Il y a des petites choses qui ont changé, des nuances à ce niveau-là. J'en reparlerai dans les slides suivants. Et il y a une durée de validité qu'on a vue qui peut être limitée, donc sur un temps donné ou à titre permanent. Par contre, par exemple, contrairement à une pension d'invalidité où des fois on met une date de début, s'il y a une durée de limitée pour votre RQTH, on aura vraiment la fin. On aura un jalon avec une date de début, une date de fin. Donc ça, c'est via la loi Pellico qu'il peut y avoir des titres permanents. Donc, comment ça se matérialise? Il y a toujours un logo, justement, comme ça, de la MDPH en question. Alors là, c'était celle de Paris, hein, mais c'est un exemple. Il y a, si on grossit, l'accord donné au titre, avec là, par exemple, une date avec une RQTH qui va bientôt se terminer, donc de dire à la personne, attention, il faut renouveler. Ensuite, il peut y avoir quelque chose qui sera expliqué en tant que sans durée. Enfin, il y a diverses manières de l'évoquer, mais à titre illimité ou sans date de limite. Enfin, il y a différentes manières de le lire. Et très très important, la typologie de handicap ne va jamais apparaître. C'est-à-dire que on sait que vous avez une reconnaissance, mais on ne sait pas si la personne va avoir un problème de dos, un problème visuel, un trouble psychique ou les deux associés, etc. Ça, c'est vraiment confidentiel. Ensuite, on a le deuxième titre, également attribué donc par la MDPH, qui est l'allocation adulte handicapé. C'est une aide financière qui permet de compléter des ressources, et c'est très important, c'est sur critères de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a des problèmes financiers qu'on va lui attribuer l'allocation adulte handicapé. Ça sera vraiment des barèmes et ça sera toujours lié à la santé. Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l'AAH avec des revenus. On va le voir après aussi. Elle est attribuée par la CDAPH quand la CDAPH estime que le taux d'incapacité est supérieur ou inférieur à 80%. C'est pour ça, des fois, qu'on reçoit une AH seule. On va vous dire, bah voilà, vous avez un taux entre 50 et 79%. En gros, c'est pour vous dire, on estime que vous ne relevez pas d'une AH. Donc le titre, il est souvent accordé, bon, c'est pour une durée de 1 à 10 ans. On a souvent 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend des cas. Et ça peut être aussi à titre illimité depuis 2020. Souvent, c'est calé hein, quand vous avez une RQTH, une AH. Par mesure de simplicité, on a souvent des choses qui sont calées entre les différents titres au niveau des dates. Le montant là, de l'AH, au maximum, on est un peu plus de 1 000 € par mois. C'est une aide dégressive en fonction des revenus. Par contre, ce qui avait pu par rapport à une époque, c'est qu'on ne considère plus le revenu fiscal. C'est-à-dire que si vous avez un conjoint, une conjointe avec qui vous êtes rattaché au niveau des impôts, c'est vraiment vos ressources qui vont être prises en compte. Il ne faut pas avoir de pension d'invalidité ou de rente d'accident du travail, donc des titres qui sont donnés par la sécurité sociale, supérieurs au montant de l'AH. Parce que c'est un principe de vase communicant, si vous voulez. Si l'AH est à 1 000 €, vous avez des ressources à côté, même si vous louez par exemple un appartement ou des choses comme ça, ça va être dégressif pour l'AH. Par contre, vous pouvez cumuler, par exemple, un revenu salarial, 800 € de salaire, et le montant global de l'AH. Donc ça, c'est très intéressant pour les bas revenus, les temps partiels. Attention, j'ai mis, on peut être effectivement orienté en milieu protégé et être bénéficiaire de l'AH. Donc c'est un type de bénéficiaire. Après, voilà, on a pu être orienté en milieu protégé et avoir son AH. Le versement est réalisé par la CAF ou la MSA. En mon avis, là, ça sera plutôt par la CAF. La notification, je ne la montre pas, ça ressemble à la même format A4 que ce que vous avez pu trouver sur une RQTH. Donc c'est la même chose avec le titre, etc. La CMI, mobilité inclusion. En fait, là, il y en a plusieurs, trois options, en fait, là-dessus, 3 mentions. C'est pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie. Donc, on va les faire successivement et on a mis justement à gauche une croix pour dire que ce n'était pas un statut de bénéficiaire de BEE, la carte de stationnement, la première qu'on va voir. Ça, c'est pour bénéficier d'une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
Les conditions, c'est de présenter une réduction importante de la capacité et d'autonomie, notamment quand on a des problèmes de déplacement à pied. C'est également le cas quand on a besoin d'être aidé, quand on se déplace, ou qu'on a besoin d'une aide humaine ou technique, ce genre de choses. Bien sûr, tous les gens qui ont mal au dos et qui ont des problèmes de déplacement ne peuvent pas avoir la carte de stationnement, hein, c'est vraiment sur des critères de santé aussi, parce que sinon les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas se garer. Donc c'est vraiment des critères et il y a beaucoup d'exigences là-dessus dans l'observation et l'évaluation des demandes. On a ensuite la carte CMI priorité, qui n'est pas non plus un statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. L'objectif, c'est la priorité pour les places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. Transport en commun, c'est par exemple le carré de 4 quand on est dans le RER, dans un bus ou ce genre de choses. Et les files d'attente, j'ai mis caisse de magasin, les hôpitaux, mais ça peut être aussi une salle d'attente d'un médecin, par exemple. Donc, quelqu'un qui a des douleurs ou qui, au niveau organisationnel, a des difficultés, bah, voilà, ça permet d'avoir plus de confort et de mieux préserver sa santé. Les conditions, bah, notamment, mais ce n'est pas exhaustif, c'est d'avoir une pénibilité à la station debout. Mais je donne un exemple, quelqu'un qui a des attaques de panique, qui est agoraphobe, etc., qui a besoin d'être plus à l'aise dans un carré de 4 dans le métro plutôt que serré dans les couloirs. Par exemple, nous, en région parisienne, moi je suis du côté de Paris, ça peut arriver quand il y a des grèves, quand il y a des problèmes de transport, d'être vraiment très, très, très serré, ou des gens qui auraient des faiblesses immunitaires, par exemple. On a ensuite la dernière mention, qui là est un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, qui est la CMI invalidité. C'est les mêmes principes que la CMI priorité, mais l'accompagnant qui sera avec vous va aussi pouvoir éviter la queue quand il va à la caisse de magasin. Il peut s'asseoir avec vous dans les transports en commun, etc. Il y a des avantages financiers. On ne rentre pas dans le détail, mais il peut y avoir des choses fiscales et des réductions SNCF, RATP, Air France, etc. Là, les conditions, c'est de présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, comme la hache, en fait. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, il y a soit une notification qui est la première qu'on vous donne, qui est le format A4, où là aussi, ça sera marqué que vous avez votre CMI, stationnement et ou priorité et ou invalidité. Mais on vous donne aussi une carte sous format un peu maintenant carte bleue, carte mutuelle. Donc, c'est beaucoup plus petit qu'avant. Là, c'est un recto verso. Et je vous montre justement les deux cas. Alors, c'est écrit en petit, mais là, c'est la carte mention invalidité. Et là, si on regarde bien, c'était une carte stationnement. Il y a une croix et un tilde ici, tout simplement parce que le tilde, c'est pour dire que celle-ci, c'est une carte de bénéficiaire. Ensuite, on a la PCH. Donc, qu'est-ce que c'est que la PCH? C'est la prestation de compensation du handicap. C'est pour aider dans la réalisation des actes de la vie quotidienne du fait d'une situation de handicap. Donc, ça, c'est quand on a une difficulté grave ou absolue pour réaliser des actes essentiels de la vie, de manière autonome. C'est sur mesure, c'est personnalisé et potentiellement évolutif. Ça peut être périodique ou forfaitaire, c'est-à-dire que des fois, ça peut compléter une AH et on aura ça, par exemple, tous les mois ou par période. Ça peut être périodique parce qu'on peut avoir un besoin spécifique, un étudiant qui va dire: «Bah, moi, j'ai besoin d'un ordinateur» ou «J'ai besoin, chez moi, de quelque chose pour, me déplacer en interne». Voilà, donc ça, c'est un exemple. Il y a différents types de compensations, des compensations humaines, donc je sais pas, quelqu'un, qui va être un preneur de notes, une interprète à l'ESF et cetera. Des compensations techniques, prothèse auditive, matériel, ça peut être un fauteuil ergonomique, ça peut être une table à bascule quand les gens ont des problèmes de dos, des aménagements du logement ou du véhicule, aide, au transport, donc ça, il y a tout un tas de choses qui se déclinent là-dessus, pour, aménager le véhicule ou, pour aider, sur, le fait de prendre un taxi, de temps en temps quand il y a des difficultés. Il y a d'autres aides spécifiques ou exceptionnelles et des aides animalières. Donc, par exemple, ça serait un chien pour des personnes qui auraient une cécité, par exemple, ou une grosse déficience visuelle. Ça peut arriver aussi, par exemple, pour des personnes qui manquent de confiance et qui ont des problématiques psychiques, d'être accompagnées par un chien aidant. Voilà. Merci, Ensuite, je vais Eric. laisser ma collègue. Voilà. Merci, Eric. Déjà, je crois qu'on a quelques questions. Anaïs, Bien sûr. ouais. On va peut-être faire juste une petite pause question maintenant avant d'embrayer sur aussi l'outil d'Audodiag rapidement et surtout le remplissage du dossier. Oui. Eric, plutôt sur les titres, la différence entre taux d'incapacité et taux d'invalidité. Et est-ce que la MDPH peut attribuer un taux d'invalidité? Alors, en fait,
il va y avoir deux choses. C'est qu'il y a le taux d'incapacité et d'invalidité. Il y a surtout ce qui va être défini par la MDPH et par la sécurité sociale. C'est-à-dire que la MDPH va trancher sur les titres qu'elle va délivrer. Donc, effectivement, par exemple, pour la CMI, priorité, invalidité qu'on a appelé avant la carte d'invalidité, on va être sur des taux d'incapacité d'invalidité sur des barèmes MDPH. Ça sera pareil d'ailleurs pour la H. Après, il y a les barèmes qu'on donne. Et par exemple, je sais que pour l'AAH, et c'est relié aussi au taux d'incapacité et d'invalidité, mais par exemple pour l'AAH, on sait qu'on va la donner par exemple plus facilement quand on sait que la personne va dire qu'elle aura du mal à tenir au-delà d'un mi-temps. Donc c'est des choses aussi qu'on regarde pour définir ce taux d'incapacité et d'invalidité. Et après, il va y avoir aussi des titres délivrés, qui sont aussi des titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, par la sécurité sociale. Donc, quand il y a une problématique d'origine non professionnelle, ou donc, soit un accident, soit une maladie professionnelle, ça sera une pension d'invalidité, là aussi avec un barème spécifique de la sécurité sociale. Et quand c'est une problématique d'origine professionnelle, donc une maladie ou un accident du travail, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait une dépression au travail à cause du travail, ou quelqu'un qui a travaillé avec l'amiante et qui a des problèmes au poumon, hein, c'est un exemple, là, il va y avoir des critères autres. On va donner en fait un taux d'incapacité lié à un barème. C'est en fait un taux lié à une rente qu'on vous donne d'accident, parce qu'on appelle ça une IPP, incapacité permanente partielle, ou une rente d'accident du travail, enfin ATMP. Et ça, c'est vraiment par rapport à ce qu'on va vous donner financièrement en tant que rente. Donc, on peut avoir, par exemple, une rente de 1%, 2%, 10%, X%. Voilà, comment ça se calcule. Merci Eric. L'incidence, est-ce que l'AAH a une incidence sur les allocations de chômage, donc la répercussion AAH, allocation chômage? Alors, ça va dépendre, oui. C'est-à-dire que si à un moment donné, on parle de revenus pour l'AAH, si vous êtes au chômage et que vous avez une aide du Pôle emploi importante, vous aurez ou pas une partie de l'AAH, par exemple. Je donne un exemple bête, un footballeur qui touchait des gros salaires. À un moment donné, il va être demandeur d'emploi pour des questions X ou Y, et peut-être qu'il a eu des problématiques de santé. Même s'il y a des plafonds, il y aura ça effectivement aussi. À un moment donné, on va se dire, bah voilà, il va dépasser en revenu le montant de la hache, et donc son AH sera dégressif ou nul. Merci Eric. Je pense qu'il faut retenir effectivement que il y a l'attribution de l'AAH, oui ou non, et après il y a quand même le revenu qui est touché par la personne va impacter le montant de l'AAH. Donc pour toutes les questions en tout cas qui sont relatives au montant de l'AAH qui est versé, on est sur ce sujet-là. Mais la hache ne baissera pas vos ressources Pôle emploi. Voilà. Une question sur la CMI. Est-ce que sur la CMI invalidité, les agents peuvent bénéficier de part fiscale supplémentaire, d'une demi-part fiscale supplémentaire? Oui, effectivement, c'est le cas uniquement pour la CMI invalidité. Ce ne sera pas le cas pour les deux autres. Très bien. Ensuite, on a des questions plutôt sur l'orientation vers le marché du travail, la différence entre RQTH, orientation vers le marché du travail, et obligation d'emploi. Alors, ça, c'est sur quand on fait une demande, il y a un formulaire administratif qu'on verra tout à l'heure, et on pose cette question en page 17. En page 17, c'est là où justement on doit cocher RQTH ou pas, et on vous propose une orientation professionnelle. Très important, en fait, ça a changé il n'y a pas longtemps. Je vous donne déjà les quelques cas possibles. Dans l'orientation professionnelle, on va par exemple vous demander une orientation en CRP, centre de reclassement professionnel, pour des personnes qui ont besoin d'une reconversion par rapport à une situation de santé. Donc ça, c'est un circuit avec un accord MDPH et finalement un financement qui sera sécurité sociale, financement de la formation et de la rémunération. Donc le CRP, et une orientation
en marché ordinaire du travail, ou marché du travail, en fait, ça c'est quand on a la volonté de se positionner sur le secteur classique du travail, la fonction publique territoriale, les ministères, les entreprises, etc. Le domaine associatif, etc. Et sinon, il y a le milieu protégé, mais le milieu protégé a changé aussi. Avant, c'était 2 grands pans. Maintenant, on n'a plus que les ESAT. Parce que ce qu'on appelle toujours les entreprises adaptées, ça a basculé sur le secteur privé. Donc, quand on fait cette demande-là, assez souvent, moi, quand un agent est travaillé classiquement, on coche le marché du travail, le marché classique du travail. Maintenant, justement, en envoyant des dossiers cette année, des MDPH qui m'ont dit cette coche orientation marché du travail est caduque. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le gouvernement a dit de toute façon, quelqu'un orienté en secteur protégé peut très bien se positionner sur le marché classique du travail, ce qui est vrai. Donc, j'ai envoyé des dossiers, on m'a dit vous avez coché ça ne sert à rien, très bien. Maintenant, sur une autre demande, je ne l'ai pas coché. Et il y a une MDPH qui m'a dit une RQTH est toujours associée à une orientation professionnelle, donc il faut cocher quelque chose. Donc, le petit conseil, c'est qu'il vaut mieux cocher quelque chose, donc par exemple marché du travail, quitte à ce qu'on vous dise ça ne sert à rien, plutôt que de ne pas cocher et que ça bloque un dossier. Et des fois, l'MDPH n'a pas forcément le temps de vous le dire tout de suite, donc on perd du temps. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais... Ouais. Merci Eric. On a énormément de questions dans le chat. Je vais en prendre une dernière et on fera une foire aux questions. Alors, si on a encore du temps, à la fin, on répondra à d'autres questions. Et sinon, on veillera à ce que vous ayez une réponse à l'intégralité des questions en mode écrit. Une question qui est beaucoup revenue, Eric, c'est sur les modalités de dépôt. Alors, Sure. Toutes les MDPH n'ont pas une plateforme. Donc, est-ce que ça va changer? Et étant donné qu'il n'y a pas de plateforme partout, les MDPH qui n'ont pas de plateforme, comment on dépose le dossier finalement? Alors, ça va dépendre justement de la politique de la MDPH. Beaucoup d'MDPH essayent d'envoyer sur la plateforme parce que c'est plus simple pour elles et c'est plus sécurisé par rapport à des virus, etc., informatiques, d'avoir ça. Je sais par expérience, alors c'est un peu moins vrai, qu'il y a pu y avoir des moments où des personnes saisissaient des choses sur la plateforme, c'était marqué à la fin que c'était enregistré, c'était super, on revenait 15 jours après, il n'y avait plus rien. C'est en train d'être mieux géré, mais sinon l'avantage de la plateforme, c'est que la MDPH a des choses déjà préenregistrées, c'est plus facile pour elle de gérer les instructions, et l'autre avantage, c'est qu'on peut suivre en ligne l'évolution de l'instruction du dossier. Donc, ça sera marqué, on vous donnera un numéro qui ne sera pas le numéro d'enregistrement RQTH, mais un numéro d'enregistrement informatique qui vous permet de savoir où vous en êtes et de vous connecter à votre compte. Mais voilà, on aura ce suivi-là. C'est assez intéressant. Moi, j'ai plutôt tendance, pour les MDPH qui acceptent, mais ce n'est pas le cas de tout le temps, d'envoyer par mail. Quand on envoie par mail, on a une preuve de l'envoi. Et on peut aussi se débrouiller avec certains logiciels d'envoyer en fait tout en PDF, tout en ribambelle si vous voulez. Comme ça, on sait que tout est dans l'ordre de ce qu'on veut. Ça sera plus facile aussi pour les agents de procéder à l'enregistrement. Et s'il y a quoi que ce soit, on a le double. On peut le réenvoyer en 2 secondes et on a même l'historique si un jour on a besoin de revenir dessus. On peut toujours renvoyer un mail parce qu'on l'a dans notre historique. D'ailleurs, c'est important quand on coche, justement, à un moment donné, dans le formulaire administratif, comment on peut être contacté. Ils peuvent nous demander, ça peut être par courrier, ça peut être par email. Je sais qu'il y a certaines MDPH qui sont très, très sollicitées en ce moment. Essayez de faire en sorte qu'ils vous contactent par mail. Parce que, par exemple, si vous envoie une RQTH ou un autre titre, si vous le perdez, vous aurez accès à votre mail, vous pouvez toujours récupérer le duplicata. Si à un moment donné, vous n'avez pas le duplicata et que vous contactez une MDPH, avec tous les dossiers qu'ils ont à gérer, ils vont le traiter, mais ils peuvent mettre du temps parce que ça ne va pas être leur priorité. Oui, donc pour finir, en gros, une majorité des MDPH effectivement ont mis en place les plateformes, mais il y en a encore quelques-unes où ce n'est pas encore le cas. Peut-être que ça va arriver progressivement. Sinon, effectivement, c'est l'envoi aussi par courrier avec accusé de réception. Comme ça, la personne a bien une trace de l'envoi. Et ensuite, une fois que la numérisation est faite, c'est-à-dire une fois que la MDPH a enregistré toutes les pièces et vérifié que le dossier est complet, la MDPH renvoie un courrier avec un numéro de dossier qui est le récépissé de dépôt. Donc, globalement, c'est quand même plutôt la plateforme ou l'envoi par courrier qui est à prioriser.
Certains sont juste rassurés de le déposer sur place, mais vraiment, dans ce cas-là, demander un accusé de réception. Très important. Voilà. Donc, je vous propose qu'on enchaîne sur la suite. On verra, donc, comme le disait Anaïs, il y a des questions complémentaires à la fin. Je vais faire un très rapide rappel par rapport à l'outil qui a été présenté en décembre, donc qui est un outil qui a... donc là, on a remis le lien de la plateforme. Donc, vous pouvez y accéder via une plateforme ou via un tableau Excel qui a été mis en ligne sur le site du FIP. L'idée, c'est d'avoir 15 affirmations qui sont posées et la personne doit répondre par oui ou par non. En fait, l'objectif, c'est de se questionner sur sa situation pour justement faire le point et voir si on pourrait potentiellement être concerné par le sujet. Donc, c'est vraiment une démarche d'autodiagnostic qui ne remplace pas un certificat médical. Eric, tu peux faire un clic de plus et le message va apparaître. Donc voilà, donc ça ne remplace pas l'avis médical, c'est vraiment juste pour faire un bilan personnel, une petite introspection, et à partir de là, se questionner sur les étapes suivantes ou comment avancer. Donc voilà, donc globalement, ça dit si on peut être pas du tout concerné, peut-être concerné ou a priori bien concernés, et ça oriente vers les acteurs de médecine du travail, référents handicap, MDPH, pour aller plus loin dans l'analyse de la situation. Donc déjà, à ce jour, on l'a mis en ligne donc, fin décembre, et effectivement, plus de 1000 personnes qui ont pu le tester, dont 900 qui sont allées au bout des 15 questions. Donc voilà, donc on avait... proposé. Il est téléchargeable sur le site. Vous pouvez le relayer ou le diffuser en interne auprès de vos agents. Et on verra à la fin si on a le temps, si jamais certains ont pu l'utiliser et s'ils ont des retours à nous partager. Donc Eric, je te laisse avancer sur la dernière partie. Et voilà, et donc quand on a été accompagné et qu'on se dit que c'est la bonne démarche, eh ben, on monte le dossier avec des bonnes pratiques. Donc on fera un focus sur certains points de vigilance. Et là, on va se focaliser sur la RQTH, mais ça sera à peu près la même chose pour les dossiers MDPH, c'est le même formulaire. Donc comment ça se passe? On a un formulaire administratif. Alors, si vous cliquez dessus, on vous donnera les supports, mais en cliquant dessus, on a accès au formulaire et on a aussi un certificat médical à faire remplir par un médecin, qui soit traitant ou non, spécialiste ou généraliste. Il faut bien sûr anticiper le rendez-vous médical parce que c'est ce qui peut prendre le plus de temps des fois et bien consacrer la consultation à son rendez-vous. Pas faire une consultation de 45 minutes et dire « Ah, au fait, j'ai un truc à faire remplir ». Ça marche moins bien. Il y a bien sûr des certificats médicaux spécifiques pour les problèmes visuels ou auditifs, mais ça, ce n'est pas la majorité des cas, mais dans ce cas-là, il faut voir un ORL ou un ophtalmo. Ensuite, quand on a monté le dossier, on envoie le dossier au département d'habitation, toujours faire une copie en fonction du mode d'envoi. Bien sûr, si vous l'avez envoyé par mail, vous avez déjà votre copie. On va recevoir un récépissé du dépôt. Alors, des fois, quand c'est par exemple envoyé par mail, il y a un premier mail automatique. Ce qui va compter, c'est vraiment quand il y a un numéro d'enregistrement, comme l'a dit Cécile tout à l'heure. Et bien sûr, on conserve ce récépissé. En fonction de certains cas, des fois, on peut mobiliser des aides du fait d'avoir l'enregistrement, mais ça effectivement dépend des entités et des financeurs. Ensuite, on a la réception du dossier, donc par courrier, par mail, etc. En moyenne, ça prend 4,4 mois, mais c'est très différent des types de demandes, des régions, du flux qu'ils ont reçu de dossiers à un certain moment. Et on est souvent en vrai sur entre 3 et 9 mois. Par exemple, Paris, alors ça peut aller plus vite, mais Paris, ça peut mettre 12 mois, par exemple, pour certains cas, quoi. Comment ça se passe au niveau des différentes pièces? Donc, on a les différents CERFA à compléter. Le premier, le formulaire administratif, il fait 20 pages. Toutes les pages ne nous concernent pas. Et il y a une partie où on considère les enfants et les adultes. Est-ce qu'on coche une première demande, etc. Comment ça se passe? Et voilà à quoi ressemble. Alors, c'est écrit en petit, mais celui qui est un peu plus bleu foncé, ce sera le formulaire de 20 pages administratif. Le droit, c'est le certificat médical, celui qui fait 8 pages. Et les pièces complémentaires qu'on va demander, ce sera une pièce d'identité, donc ça peut être une carte d'identité, un passeport, un titre de séjour, justificatif de domicile, ça peut être une facture d'électricité ou quelque chose de ce type-là. Et si vous faites notamment une demande d'aide financière,
comme la PCH, de dire voilà, j'ai des frais financiers, des frais de santé, j'ai besoin de ceci ou de cela. Idéalement, devis ou facture. Devis, c'est mieux parce qu'ils préfèrent intervenir pour éviter les rétroactions. Mais voilà, devis, c'est mieux, facture sinon. Si possible, le CV, parce qu'on gagne du temps, parce qu'à un moment donné, on doit remplir toutes les expériences qu'on a eues. Donc, si le CV est disponible, ça va plus vite. Et tous les documents médicaux complémentaires, ça peut être une radio, une IRM, le mot d'un médecin, des ordonnances, etc., etc. Si on regarde l'architecture du formulaire administratif, on a ce fonctionnement par rubrique. Donc, premier, identité de la personne, ensuite la vie quotidienne, la vie scolaire quand c'est un alternant par exemple, donc chez vous ce sera plutôt un apprenti, la situation professionnelle, l'expression des demandes et des droits, et les aidants familiaux, ça souvent c'est 2 pages que je fais sauter, c'est quand un aidant familial souhaite mettre en avant des choses en particulier ou de dire moi je veux être aidant familial reconnu comme tel. Donc ce formulaire administratif fait 20 pages, faut compléter les différentes rubriques selon les besoins. Donc ça sera marqué à chaque fois sur le formulaire, pour tel et tel besoin, il y a besoin de cocher le A, le B et le D par exemple. Il faut être concis au maximum et utiliser des mots-clés. Et vraiment, en fonction des demandes, s'il y a de l'urgence, cibler une demande en particulier. Je donne un exemple, mais vous avez un vrai besoin d'une RQTH et vous pouviez peut-être demander une carte de priorité de stationnement, une PCH et plein de choses. S'il y a une urgence, allez sur la RQTH. S'il y a une possibilité de rentrer dans un centre de reclassement professionnel et que le timing est serré, par exemple quelqu'un qui a déjà une reconnaissance, demandez pas plein de choses en même temps, demandez vraiment l'entrée en CRP. Eric, je me permets, comme il nous reste 10 Oui. minutes, on va essayer de bien pouvoir avancer pour dérouler. Bien sûr. Donc là, c'est les points de vigilance sur certaines rubriques. En page 1, justement, ils vont vous demander le type de demande. Donc, quand c'est une première demande, on coche ma première demande. On peut cocher la deuxième quand la situation médicale a changé, mais en général, c'est plutôt une réévaluation des droits qu'on va vouloir, par exemple, parce qu'on a une AH et qu'on va demander une RQTH et qu'on va demander un titre complémentaire. Donc, j'ai une RQTH où je veux la renouveler et je veux une CMI-priorité, je vais cocher la troisième coche. Quand on veut un renouvellement classique, sans aucune modification, ça va être la quatrième coche. Je souhaite un renouvellement de mes droits à l'identique. Voilà. Après, la dernière, c'est pour les aidants familiaux, mais c'est assez rare qu'on l'utilise. Ne cochez qu'une des cases que la MDPH sache quelle est votre vraie demande prioritaire. Ensuite, toujours dans la rubrique A, il y a une rubrique d'accélération un peu ultime. Quand on est un agent, c'est soit quand on vient de commencer un travail, qu'on risque de perdre son travail par rapport à sa situation de santé ou qu'on a trouvé une formation. Donc ça, c'est pour vraiment accélérer cette démarche-là. Il y a aussi un encart, par exemple, quand on a rempli le certificat médical auprès du médecin, mais qu'on a trouvé que le médecin n'a pas mis en avant suffisamment les difficultés, on peut le préciser ici, en disant, je pense que le médecin a bien orienté certaines choses, mais que dans des coches, par exemple, qu'il a mises, qui sont notamment des frises d'autonomie, il a mis du A partout, sous-entendu, je suis autonome, sauf que non, je pense avoir des difficultés, et donc je le mentionne ici. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la procédure simplifiée. C'est différent, justement, du A5 qui était le critère d'accélération classique. La procédure simplifiée, c'est de dire qu'on accepte qu'un agent d'instruction administrative spécialisé tranche sur un dossier, sur un premier niveau d'évaluation, parce qu'il va le trouver simple, ce dossier-là. Du coup, on fait ça pour les demandes simples, que sont une RQTH, un renouvellement classique. Mais si vous demandez une RQTH, une première RQTH, plus une PCH, plus une AH, plus une CMI, ça ne sera pas la procédure simplifiée. L'agent va se dire ça ne relève pas de mon cadre. Ensuite, la partie B. Ça, c'est une chose à savoir, c'est que là, ça ne sera pas les besoins. Il parle d'aide matérielle ou technique, équipement, etc. C'est est-ce que vous avez déjà du matériel chez vous, à domicile, etc., pour vous aider dans votre vie. Donc ça peut être un fauteuil ergonomique, un véhicule à boîte automatique, etc. C'est vraiment un besoin que vous avez déjà. Donc là-dessus, ce n'est pas indiqué. Ensuite, quand vous avez des frais engagés parce que vous voulez demander une PCH, c'est là qu'on peut transmettre des données et vous mettrez en copie les fameux devis, les factures, etc., associés à votre demande et vous pouvez même mettre en plus une petite feuille projet qui explique tout ça avec un montant et tout ce qui va bien. Toujours dans la partie B,
Ça va être très important en B2, les besoins dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est bien sûr quand on a des choses en lien avec la vie personnelle ou même professionnelle, parce que, par exemple, quand on a besoin d'une CMI, qui serait par exemple une CMI priorité, parce qu'on a mal au dos, un exemple, on peut très bien cocher pour faire les courses, et en bas, dans le petit encart précisé, on pourrait mettre en vue, par exemple, de l'obtention de la CMI priorité. Donc voilà. Après, il y a différentes choses. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à m'habiller, etc., etc. Quand on est agent ou quelqu'un qui serait salarié dans le privé, c'est plus difficile d'obtenir des choses que quand on est demandeur d'emploi. Ensuite, on a la même chose en B3, mais c'est plus dans la vie quotidienne à domicile, c'est au sens large. Donc même idée, on la coche. Par exemple, alors j'ai fait des focus, mais aide financière pour se déplacer. Quand on demande une carte de CMI, on peut cocher ça, parce que j'ai besoin d'être aidé donc pour avoir ma carte de priorité, ma carte d'invalidité ou ma CMI stationnement, par exemple. Ou j'ai mis en petit 2 d'avoir une aide financière qui serait par exemple l'AH. Pour le reste, dedans, il y a les aides humaines, les aides animalières, etc. Dans les aides pour se déplacer, hein, ça peut être aussi une aide qu'on aura besoin de la part d'autres financeurs, mais si vous cochez ça, ils vont penser qu'on va les solliciter financièrement. Donc si vous pensez par un financeur autre, qui va être le FIP, etc., ou d'autres structures, voilà, faut voir comment vous le cochez, et si effectivement s'il y a du FIP, de toute façon, ils vont demander d'intervenir en complément du droit commun, ce qui est la MDPH. Oui, donc en Partie gros, D. c'est surtout que sur cette partie-là, ça ne sert à rien de la cocher si on ne veut pas demander d'aide Exactement. particulière à S'il n'y a pas d'aide PCH, particulière, à ça ne la sert à rien. MDPH. Voilà, notamment les CMI, ça ne servira à rien là-dessus. Il peut après y avoir, pareil, cocher aide matérielle. Hein. Aide matérielle à un moment donné, mais ça sera sûrement des fois en relation ou en cofinancement avec le FIP. Il y a une rubrique où on va vous demander, en tout ce qui est rubrique professionnelle, est-ce que vous avez un emploi et depuis quand c'est le dernier emploi? Ce n'est pas depuis que vous avez commencé à travailler. Est-ce que l'emploi est adapté à la situation de handicap? Ça va dépendre. Assez souvent, je mets un oui, mais. Et après, je renvoie à un encart où après, on peut préciser le pourquoi. Mais je vais cocher non essentiellement quand vraiment on se dit là, la tenue du poste n'est plus possible et on va être obligé d'aller sur une reconversion et ou une inaptitude. Quelles sont les difficultés? On peut les décliner ici. Il y a un encart qui n'est pas très grand, mais en fait, comme il y a peu de temps pour la MDPH d'évaluer votre dossier, on peut le mettre en page 16, qui est un encart justement qui explique quels besoins on a dans la vie professionnelle. Ça peut être ici pour éviter des redondances. Ce n'est pas parce qu'on va écrire 200 fois la même chose qu'ils vont mieux s'en rendre compte. Au contraire, plus c'est concis, plus c'est carré et mieux ça sera facile pour eux de trancher. Et enfin, ça c'est juste après une rubrique où ils demandent si vous êtes sans emploi, donc ça se voit assez peu. Ce qui n'est pas le cas, ils l'ont mis sur une page seule dans la plateforme informatique, mais bénéficiez-vous d'une reconnaissance? Quand ce n'est pas le cas, cochez non. Quand vous faites une demande de RQTH et que vous ne l'avez pas encore, cochez je ne l'ai pas, donc cochez non. Derrière, on est toujours sur la partie professionnelle, mais là, c'est une des pages les plus importantes, la page 16, sur le projet professionnel. Donc, en fonction, assez souvent, je ne le remplis pas ici sur le haut de la page, sauf quand on a un projet de reconversion, par exemple. Et on a un encart. Donc ça, c'est très, très important. J'utilise cet encart de la page 16 pour bien préciser les besoins. Et ça peut m'arriver des fois, même il y a une partie à un moment donné, un grand encart qui fait 3/4 de page sur la partie personnelle. Des fois, je mets voir page 16, comme ça, on explique sa demande, qui on est, dans quel environnement on travaille et quelles sont les difficultés pour, en conclusion, faire les demandes. Parce que si on a quelque chose qui est vraiment carré avec tous les mots-clés, ça sera beaucoup plus facile quand ça passera en commission que quelqu'un le lise devant tout le monde et que tout le monde comprenne bien les tenants et les aboutissants. Donc, être concis, utiliser les mots-clés. On a les fameuses pages où on doit cocher les demandes. Donc les plus courantes, là, c'est un extrait, il n'y a pas tout. Il y a l'allocation adulte handicapé. Donc on va cocher ici. Il y a la prestation de compensation du handicap. Ici, je le mets parce qu'on voit mention invalidité pour la CMI, mais c'est la même que la priorité. Donc il faut le savoir, ici, elle est mise complètement à droite. C'est là aussi qu'on peut cocher, c'est la MDPH qui va trancher pour vous donner l'une ou l'autre en fonction de votre situation. Et il y a la carte de stationnement, bien sûr, qui est juste après. Sur la page d'après, qui sera la page 17, qui sera la page 18, il y a la reconnaissance de la qualité de travail handicapé qu'on peut cocher. Et ce que je vous avais évoqué tout à l'heure, orientation professionnelle, marché du travail. Moi, j'aurais tendance plutôt à le cocher, justement, même si une MDPH dit là c'est caduc, ça ne sert à rien.
Ok, mais au moins, ça ne va pas gêner. Que ne rien cocher, on peut vous dire des fois, bah, attention, il y a quelque chose qui n'a pas été coché, ça peut bloquer le dossier. Donc, cocher quelque chose. Le deuxième, donc établissement de service d'aide par le travail, c'est le secteur protégé, en fait. Et après, il y a les dispositifs d'emploi accompagnés, mais ça risque de moins souvent vous concerner. Et avant, c'était les fameuses CRP, notamment, hein, pas que, mais les CRP. Ça, je laisse peut-être Cécile le commenter. Donc, déjà, merci Eric pour le déroulé un petit peu du formulaire. Ici, c'est pour retrouver toutes les coordonnées donc, des MDPH. Et donc, effectivement, ça permet d'avoir des informations sur comment aussi faire le dépôt. C'est assez explicitement dit quand effectivement la plateforme est accessible. Donc voilà, avec ce seul lien, vous avez accès à toutes les coordonnées des 99, j'allais dire, MDPH, en tout cas de chaque département. On clôture ainsi la partie présentation. Alors, on avait déjà eu effectivement un temps de questions-réponses. On peut en reprendre un petit peu. Je te laisse basculer, Eric, sur la dernière slide. Donc, c'était justement à savoir si déjà par rapport à ce que Eric vous a présenté sur cette dernière partie numéro 5 et aussi peut-être après sur l'outil si jamais vous l'avez utilisé, est-ce que vous avez des questions? Et Anaïs, est-ce que toi, il y avait d'autres questions éventuellement à aborder dans le chat? Je pense qu'il y a une question qui est importante et qui revient souvent actuellement sur les titres. On voit pas mal de documents qui s'appellent BOETH. La nuance entre la RQTH et justement ce document BOETH dont on peut disposer. Alors, je veux bien intervenir là-dessus. En fait, on peut avoir des attestations effectivement de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ça peut être émis soit par la MDPH, soit par la Sécurité sociale. Et assez souvent, ça va être pour des personnes qui ont un titre de la Sécurité sociale, qui est souvent donc une pension d'invalidité, ou une rente d'IPP, qu'on dit aussi d'ATMP, donc d'accident de maladie professionnelle, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Pourquoi Par exemple, si dans son dossier MDPH, on a coché qu'on avait déjà une pension d'invalidité, la MDPH, qui a plein de dossiers à gérer, va se dire bah, c'est quelqu'un qui est déjà bénéficiaire d'un titre de bénéficiaire. Donc la MDPH va envoyer un courrier en disant bah, on vous envoie un mot attestant que vous êtes bien bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc effectivement, ça prouve que vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Le problème pour l'entreprise, à un moment donné, quand elle fait sa déclaration annuelle, c'est qu'elle ne sait pas quel est le titre initial, donc elle ne sait pas quoi cocher. Et ça sera la même chose, c'est que la sécurité sociale, des fois, envoie ce même titre en disant, bah voilà, on ne veut pas forcément dire ce qu'a la personne comme titre. Donc on libelle la chose en disant, bah vous êtes attestation bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Ok, mais pareil, on ne sait pas si la personne a laquelle des deux, lequel des deux types de bénéficiaires de la sécurité sociale la personne a. Donc, il vaut mieux se c'est vrai rapprocher de qu'il vaut mieux se l'agent. rapprocher de la personne, ouais, initialement pour avoir son titre. Éventuellement, si la personne a une pension et ne veut pas forcément en parler, peut-être l'orienter vers une RQTH parce que c'est peut-être plus facile effectivement d'évoquer une RQTH qu'une pension d'invalidité en interne. Mais voilà, normalement, après, au fur et à mesure, les entités sont briefées pour pas qu'il y ait de discrimination sur les titres, quoi. Et j'ajouterais juste l'importance de collecter le titre parce que vous avez des attestations qui ont parfois une durée de validité de 5 ans, alors que le titre n'a pas de date de fin. Donc l'idée, c'est quand même plus facile pour vous de récupérer le titre et d'avoir un titre qui n'a pas de date de fin. Et des fois, vous pouvez... la personne dans voilà. 5 ans. Et des fois, vous pouvez avoir quelque chose qui est une orientation professionnelle. L'orientation professionnelle n'est pas à l'RQTH. L'orientation professionnelle, c'est ce qui dira, par exemple, vous êtes en milieu ordinaire du travail ou en milieu protégé. Mais l'orientation professionnelle, même avec une date de début et de fin, ce n'est pas un titre. Merci Eric. Une dernière question sur les titres. Pour revenir sur l'AAH, tu avais parlé du taux de 80%. Est-ce qu'on peut avoir une AAH avec un taux entre 50 et 79%? Bah, en fait, c'est à nous de faire un argumentaire pour faire monter le taux et de permettre de rentrer dans les barèmes de l'AAH, en fait. C'est vraiment une question de... On ne peut pas avoir l'AAH si on a un taux inférieur. Bah, de toute façon, oui, l'AAH, il faut avoir 80%. Donc après, il y a différents types de barèmes, mais c'est plutôt, ça peut être dans l'autre sens, c'est qu'à un moment donné, dans son argumentaire, on va montrer qu'on a des vraies difficultés dans la tenue de son poste ou dans sa vie, ou donc dans sa vie personnelle. On explicite bien ça, notamment dans l'encart. Idéalement, ça peut être de la pachèse, effectivement, si vous êtes en emploi, donc de dire voilà, qui je suis, c'est quoi mon métier, quelles sont mes difficultés.
Et en comprenant les difficultés, il peut y avoir justement sur une commission un accord à hache, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et après, c'est pas parce qu'on vous donne une hache à un moment donné qu'on va vous la donner tout le temps. J'ai déjà vu effectivement des personnes qui étaient bénéficiaires et à un moment donné qu'on reçoit un courrier en disant bah là pour l'instant on va la suspendre entre guillemets parce qu'on estime qu'il y a peut-être plus de personnes en ce moment que vous qui ont des difficultés. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vues. Donc pareil, dans ce cas-là, on essaye de réinjecter de l'information. Assez souvent, on peut très bien rajouter de l'argumentaire et pas forcément faire un recours qui peut être pris, pas tout le temps, mais qui peut être pris comme une attaque. C'est vraiment être dans la pédagogie en fait. Ok. Anaïs? Merci Eric. Alors, on a encore pas mal de questions. Je vous propose d'y répondre dans la FAQ. On a une main levée également. Allez-y, Madame Falson. À moins que ce soit une erreur. En fait, je ne suis pas Madame Falzon. Enfin, j'ai pris son nom. Je suis Gilles Kerman, conseiller handicap métropolitain. Je vous appelle juste pour un petit détail pour la hache. À mon avis, mais je peux me tromper, on peut avoir un taux, une hache avec un taux entre 50 et 79, avec la notion restriction substantielle à l'emploi, qui donne un droit à la hache. Enfin, moi, en tout cas, j'ai des haches pour ça. Donc, il peut y avoir des choses comme ça, avec certaines subtilités, effectivement, de la même manière on n'a pas tout dit, mais il peut y avoir des subtilités, effectivement, avec des 3 déclinaisons pour la mention invalidité. Effectivement, en fonction de choses, il peut y avoir ce genre de choses. Mais c'est vrai que le cadre global, on est quand même sur les 80%. Mais effectivement, je comprends tout à fait ce qui est dit. moi, je vous donne mon avis. Simplement, ce n'est pas une exception. C'est si vous avez un taux entre 50 et 79% avec la motion restriction substantielle à l'emploi, vous avez droit à la hache et c'est la seule entrée pour la hache en dessous du 80. Mais je peux me planter. Je pense que c'est ça. Non, mais il peut y avoir de ça. Comme tout à l'heure, je parlais de CRP, il y a certains critères à connaître. Par exemple, officiellement, c'est quand on a une problématique de santé qui fait qu'on a une inaptitude, mais par exemple, ça peut être aussi accordé au titre du premier emploi. C'est des exemples, hein, mais effectivement, il y a ce genre de subtilité. Oui. Magali, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rejoindre l'intervenant juste avant. Je suis assistante sociale et j'accompagne beaucoup de personnes dans les demandes en lien avec la MDPH, MDA maintenant. Et j'ai beaucoup plus de personnes qui reçoivent la hache pour un taux compris entre 50 et 79%. D'accord. Et un peu moins de 80%, mais voilà. Mais il faut bien argumenter sur la perte de revenus occasionnée par le handicap parce que les personnes ont tendance à penser que du fait d'une pathologie ou d'un handicap, automatiquement, elles vont y avoir droit. Mais toute personne ayant la même pathologie ne va pas subir le même impact et les mêmes conséquences sur sa capacité à gagner des revenus. Et effectivement, par contre, est toujours couplé cette perte de revenus à une situation de santé, c'est super important. Parce que moi qui ai participé, en fait, si vous voulez, l'équipe technique, après toutes les MDPH ne sont pas organisées comme ça, mais l'équipe technique, c'était la cellule expert qui tranchait quand les commissions ne savaient pas comment trancher. Moi, ça m'est arrivé déjà, par exemple, qu'en commission, quelqu'un dise, voilà, une personne, enfin, par exemple, ça peut être une jeune femme qui a 2 enfants et limite qui va être à la rue. Et la personne se disait, on va essayer de faire en sorte qu'elle ait une AH, par exemple, pour attendre une entrée en CRP qui va intervenir que dans 10 mois. Et le médecin du travail de la MDPH ou les autres experts qu'on était disaient oui, mais vraiment, c'est une question de critères de santé. Donc, il y a l'histoire financière, enfin le côté financier, mais toujours le coupler à une problématique de santé. Ça sera toujours le critère de santé qui va jouer derrière. Oui, d'ailleurs, ça fait penser juste à une dernière question, parce qu'effectivement, on déborde un peu, mais une dernière question qui est que est-ce que certaines maladies ouvrent droit à la RQTH, même si en fait, elles n'ont pas d'impact sur la vie professionnelle parce qu'elles seraient stabilisées. C'est vrai qu'en général, il faut expliquer l'impact sur l'emploi pour expliquer que la situation de santé va générer une difficulté. Est-ce que tu as quelque chose à... Alors non, mais je donne un exemple, hein, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est la définition du handicap légal, où on parle de la notion d'environnement et de contexte en fait. On peut très bien avoir un diabète qui est stabilisé et qui n'est pas hyper invalidant. On peut très bien avoir une sclérose en plaques bien traitée, prise au début, etc., où la personne ne sent pas de problématiques énormes. Et c'est vraiment comment on est impacté dans sa vie personnelle et professionnelle.
Pareil, je donne un exemple. Quelqu'un qui est allergique à la farine, ça m'est arrivé d'accompagner quelqu'un qui a eu son CAP en boulangerie. Pas de chance, il s'aperçoit qu'il est allergique à la farine. Il est obligé de se réorienter, mais si on l'a réorienté ensuite vers de l'informatique, son allergie à la farine n'est plus bloquante. Donc c'est vraiment une question de contexte. Oui, en fait, ce n'est pas tant la pathologie qui est reconnue que l'impact de la C'est les pathologie sur impacts, l'environnement de travail. c'est OK. ça. Merci beaucoup. Alors, comme on a un petit peu dépassé, effectivement, on prendra le temps de regarder peut-être encore les questions restantes, comme le disait Anaïs, pour voir par écrit à pouvoir y répondre. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour vos questions nombreuses. On espère que ça a pu répondre un petit peu à vos attentes, à vos questionnements par rapport au remplissage du dossier. On va mettre d'ailleurs, c'est sur la dernière slide, il y a le lien aussi du questionnaire de satisfaction si vous avez quelques minutes pour pouvoir y répondre. Et sinon, Thierry, est-ce que tu as peut-être un mot de conclusion à apporter? Très rapidement, merci. D'abord, remercier sincèrement Eric. Moi, j'ai trouvé que c'était très clair et très, très pédagogique. Donc, merci pour cette présentation, étayée aussi de conseils pratiques. Je crois que c'est ce qui est important pour les référents handicap qui accompagnent les agents. Et simplement vous rappeler, puisqu'on parle de BOE, de titre BOE, que nous sommes en plein dans la période de déclaration. Donc, n'oubliez pas de faire votre DOTH dans le calendrier pour éviter des pénalités injustifiées. Voilà, encore une fois, merci à tous. Et vous étiez très nombreux, parce qu'à un moment donné, il était plus de 86, ce qui prouve que le sujet est un sujet qui vous intéresse. Merci et à très bientôt. Donc, merci beaucoup. Donc, on vous a mis le lien de l'enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. On vous enverra également par mail dans les prochains jours le support et le replay de ce webinaire qui sera également disponible dans les prochains jours sur le site du FIP. Et puis surtout, je voulais vous rappeler également que le prochain donc Flash Learning qui aura lieu organisé par le Handipact PACACOR sera donc le 1er avril. Donc, notez bien la date. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est bien le mardi 1er avril, 11h, 12h, sur la thématique du pilotage d'une mission handicap et des outils de pilotage. Donc, on va envoyer l'invitation et le mail d'information demain. Donc, n'hésitez pas à regarder vos boîtes mail, à vous inscrire et également dans le lien d'inscription à nous faire part si vous avez des attentes ou questions particulières. Voilà, on aura plaisir à vous retrouver donc dans un peu plus d'un mois, le 1er avril.